Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Wells 3.0 consacrée à la gestion de patrimoine, aux cryptoactifs et à l'innovation. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Stéphane Daniel, donc avocat au barreau de Paris et associé du cabinet DNA Partners. Salut Stéphane. Salut, merci de ton invitation Pierre-Yves. Avec plaisir. Et donc l'année 2022, on a vu quand même pas mal de soubresauts dans l'écosystème des cryptoactifs, notamment des faillites, des fraudes d'acteurs de premier plan tels que FTX. Donc c'est vrai que beaucoup de personnes se posent la question où en est la réglementation, où en est la régulation autour de cette classe d'actifs. Et en parallèle, finalement, on voit une adoption croissante sur la classe d'actifs. Donc est-ce que tu peux un peu nous éclairer où en est la régulation en France, où en est la régulation justement au niveau européen, et notamment avec MiCA qui va entrer en vigueur en 2024. Voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le sujet ? Ok. Alors, juste pour rebondir sur ta question, en France, on a un cadre juridique spécifique pour les cryptoactifs, plus précisément pour les actifs numériques. Et en fait, il faut savoir que la France, ça a été l'un des tout premiers pays dans le monde à prévoir un régime spécifique pour cette classe d'actifs. Donc là, on a eu un peu de l'avance et très clairement, ça a permis en France à avoir un écosystème, à développer un écosystème qui aujourd'hui est assez important. Et ce n'est pas le cas de tous les pays. Par exemple, aux États-Unis, il n'y a pas de régime propre aux actifs numériques. Donc on a tout un tas de problèmes avec la SEC, la Securities and Exchange Commission, qui peut poursuivre certains projets puisqu'il n'y a pas de cadre en se basant sur un cadre juridique existant et qui est plus approprié au titre financier. Pour ce qui concerne la France, donc, on a un régime juridique qui est propre depuis 2019. Évidemment, il y a des travaux qui avaient été faits au préalable et qui régit tant le régime primaire, donc les émissions de jetons, que le régime secondaire, donc tout ce qui va être autour de la prestation de services autour des actifs numériques. Et c'est un régime qui avait été construit en collaboration avec l'écosystème français, qui avait suivi d'ailleurs une consultation. Et justement, c'est ce régime qui a beaucoup inspiré le régime MiCA, donc le projet de règlement européen, qui va justement, cette fois-ci, régir les cryptoactifs, mais à l'échelle européenne, à l'échelle de l'Union. Et ça va entraîner un vrai choc réglementaire. Donc aujourd'hui, où est-ce qu'on en est ? Donc en France, on a ce régime, mais c'est un régime national. Et pour le régime MiCA, donc le règlement a été adopté, il doit être publié au journal officiel de l'Union européenne. Ce sera fait normalement courant juin. Là, c'est le temps de faire les traductions dans toutes les langues de l'Union. Et une fois qu'il est publié, on a une période de transition qui sera de 12 mois pour les actifs numériques stables, donc les stablecoins, et de 18 mois pour tout le reste. Il y a une période plus rapide pour les stablecoins, puisque selon l'Union européenne, la Commission, il y a potentiellement des risques plus systémiques sur ce type de cryptoactifs. Et pourquoi je parlais de choc réglementaire ? Parce que si on compare un petit peu avec ce qu'on a aujourd'hui, typiquement aujourd'hui, quand on veut émettre des jetons, on a le droit de le faire. Tant qu'on n'émet pas des titres financiers, on a le droit de le faire. Donc des jetons qu'on appelle utilitaires, qui donnent accès à des plateformes, à des biens ou à des services, ça, il n'y a pas de problème, on peut les émettre. Et de manière optionnelle, on peut demander à l'AMF un visa. Demain, sous MiCA, ce ne sera plus tout à fait la même chose. On pourra toujours, bien sûr, émettre ce type de cryptoactifs, mais on va devoir notifier le régulateur local de ce projet. On va devoir soumettre un avis juridique sur la nature du jeton. Il va y avoir tout un tas de règles qui vont être obligatoires, qui vont impérativement s'appliquer. Typiquement, un white paper avec des normes précises à remplir, bien sûr l'application du droit de la consommation, avec le droit de rétractation, tout un tas de choses nouvelles qui vont bien encadrer ce type d'émissions, qui vont protéger les consommateurs. Donc ça, c'est sur le marché primaire. Et sur le marché secondaire, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'aujourd'hui, on n'a que 4 services qui nécessitent un enregistrement obligatoire. Le service de conservation de clés privées, le service d'échange crypto-crypto ou d'échange crypto-fiat, et le service d'exploitation d'une plateforme de négociation. Et à l'avenir, avec le règlement MiCA, ce sont tous les services qui vont être réglementés, donc que ce soit le conseil en investissement cryptoactif, la gestion de portefeuille des cryptoactifs, la réception-transmission d'ordre, etc., etc. Et le régime sera beaucoup plus lourd, puisqu'aujourd'hui on est sur un enregistrement, mais demain on sera sur un agrément. Et l'agrément, bien évidemment, vient avec beaucoup plus de contraintes. Donc voilà, ça va être un vrai défi pour l'écosystème. Et on verra comment les acteurs... Bon, ils ont un peu de temps pour se mettre en ordre de bataille, mais on va voir comment les acteurs se mettent en conformité sous 18 mois. Donc normalement, voilà, on a encore 1 an et demi, 2 ans pour s'y préparer. Oui, donc c'est très intéressant parce qu'on va avoir finalement cette harmonisation au niveau européen et donc un acteur
en France ou dans un autre pays européen pourra exercer les mêmes services dans toute l'Union européenne. Donc ça, c'est très intéressant. Mais je crois que de mémoire, dans finalement la réglementation autour de MiCA, tout ce qui est NFT et tout ce qui est finance décentralisée, donc c'est-à-dire reproduire des services financiers mais sans intermédiaire grâce à la technologie blockchain et au smart contract, sort, je crois, de la réglementation autour de MiCA, non ? C'est ça. En fait, il faut se rappeler qu'au moment où le régime français et un petit peu après les travaux sur MiCA ont démarré, la finance décentralisée, dont l'essor s'est fait en 2020, et les jetons non fongibles, les NFT, dont l'essor a eu lieu en 2021, ça arrivait après. Donc ces textes-là, dans les travaux préparatoires, ces innovations n'étaient pas pensées. Donc les textes ont avancé, mais du coup, ces deux innovations, on va dire, le standard des NFT et la finance décentralisée, ont été mis de côté. Et donc aujourd'hui, on a des textes qui visent à réglementer des intermédiaires. Donc là, par exemple, on se retrouve avec des projets qui sont décentralisés, donc qui ne rentrent pas tout à fait dans le cadre existant. Et de la même manière que les NFT, on n'avait pas forcément pensé que c'était des jetons uniques, etc. Donc, du coup, on a deux catégories, on va dire, d'objets ou deux types d'actifs qui peuvent être en dehors du champ d'application de MiCA demain. Néanmoins, ce n'est pas la fin de la partie. Parce qu'aujourd'hui, MiCA couvre tout ce qui est centralisé et tout ce qui est fongible. Ça, il n'y a aucun sujet là-dessus. Sur les NFT, sur la DeFi, il faut voir comment les projets fonctionnent. Donc, c'est vraiment du cas par cas. Et puis ensuite, plus particulièrement sur la DeFi, donc la finance décentralisée, il y a l'ACPR, donc l'autorité de contrôle des banques qui est en train de consulter actuellement la place pour essayer de mieux comprendre comment ça fonctionne pour potentiellement envisager des réglementations. Alors ça, c'est au niveau national. Mais est-ce que ça va préfigurer potentiellement des textes nationaux, puis ensuite européens, exactement comme ça a été le cas pour les actifs numériques, peut-être. Et deuxièmement, sur les NFT, de la même manière, pour l'instant, il n'y a rien qui est en gestation, sauf une chose, il y a un potentiel texte de loi, en tout cas des travaux du gouvernement, autour des jeux qui intégreraient des objets numériques échangeables. Donc ça fait évidemment suite à tout le débat qui a eu lieu autour de Sorare. Est-ce que Sorare, c'est un jeu d'argent et de hasard ? On sait que l'autorité nationale des jeux s'est prononcée. Il y a eu des échanges. Et très certainement, le gouvernement a pensé que, ou en tout cas des personnes au sein du gouvernement ont pensé que c'était peut-être l'heure de mettre en place un cadre ad hoc pour ce type de jeu. Et clairement, ce serait le bienvenu parce que ça présente des problématiques qui ne rentrent pas tout à fait dans le cadre existant. Et c'est important d'avoir des règles qui permettent justement à ces innovations de pouvoir se développer tout en protégeant les consommateurs. Donc on attend avec impatience d'en savoir un peu plus là-dessus. Non, mais on voit que tout se met en place finalement petit à petit pour justement sécuriser les consommateurs et encore plus démocratiser cette nouvelle classe d'actifs. Écoute, merci beaucoup Stéphane pour toutes ces informations et merci à vous de nous avoir suivis et à bientôt pour une nouvelle émission.